La chronique des yeux du monde.fr cette semaine avec Soline Toussaint. Bonjour Soline. Bonjour Martin. Cette semaine, vous êtes là pour nous parler de cyberguerre. Les diplomates occidentaux se mobilisent pour réguler les conflits dans le cyberespace avant qu'un État ou une organisation terroriste ne paralyse tout Internet. Avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pourriez justement nous définir ce que c'est que ce terme cyberespace, cyberguerre, ainsi que les différentes couches qui le composent ? Oui, bien sûr. Alors, la cyberguerre est une nouvelle forme de guerre. En effet, nous sommes désormais dans un monde connecté où les frontières ont disparu avec la naissance d'Internet. Et aujourd'hui, les menaces prolifèrent dans le cyberespace. Paradoxalement, il n'existe pas vraiment de définition objective et consensuelle du cyberespace, puisque chacune des définitions reflète les intérêts et les préoccupations des différents acteurs qui tentent de définir cet espace. Je pense qu'on pourrait simplement définir le cyberespace comme Internet, ainsi que l'espace intangible qu'il engendre et dans lequel s'opèrent des échanges dématérialisés et toujours instantanés entre des citoyens de nations différentes et qui ainsi abolit les distances. Et le cyberespace est communément découpé en 3 couches. Donc il faut savoir qu'il existe la couche physique, qui est le véritable backbone, la colonne vertébrale d'Internet, qui est constituée des câbles sous-marins et des câbles terrestres. Il y a également la couche logique, qui correspond à l'ensemble des langages et des protocoles qui permettent la transmission des données. Et enfin, la couche sémantique, que nous connaissons beaucoup plus, qui s'intéresse, elle, au sens des contenus échangés. Et ainsi, donc, les différentes représentations conduisent à une conception qui est territorialisée de cet espace. Alors, quelles sont, Soline, les caractéristiques de cette cyberguerre ? Alors, les caractéristiques de cette cyberguerre sont donc tout d'abord qu'elle est psychologique, c'est-à-dire que les États, par exemple, vont tenter de faire croire à l'adversaire à des capacités qui sont les leurs. Mais surtout, la cyberguerre est invisible, imprévisible et anonyme. En effet, elle est invisible puisque on ne peut pas la détecter au premier abord. Elle est imprévisible, on ne sait jamais quand est-ce qu'un acteur va frapper. Et enfin, elle est anonyme puisqu'il est beaucoup plus difficile de remonter à l'origine d'une cyberattaque plutôt que de remonter, par exemple, la trajectoire d'un missile. Ensuite, les frappes de clavier sont beaucoup moins coûteuses, moins dangereuses et surtout plus discrètes que des bombes, ce qui, à l'heure d'aujourd'hui, est une composante essentielle dans les guerres, puisque en effet, les États sont de moins en moins enclins à mettre de l'argent et surtout à avoir des pertes humaines. Oui, alors ces fameuses frappes de clavier, pour vous reprendre, ont un réel motif politique. Oui, tout à fait. Les cyberattaques politiques se multiplient et on en a pris pleine conscience depuis l'attaque de l'Estonie en 2007 par la Russie, puisque en effet, en plein conflit diplomatique, la Russie a saturé le réseau grâce à des machines zombies, appelées aussi botnets, et ont causé un déni de service, c'est-à-dire que toutes les machines se sont connectées en même temps à des sites et donc les ont saturés et les ont immobilisés. Le but de la Russie était d'isoler l'Estonie, qui envisageait alors de déplacer une statue qui rendait hommage aux soldats soviétiques de la Seconde Guerre mondiale. Et les conséquences ont été que la distribution de gaz, mais également les banques et l'administration estonienne ont été paralysées. Mais on a eu également d'autres exemples, comme l'attaque de la Géorgie en 2009, et également Stuxnet, par exemple, en Iran en 2010. Qui a endommagé les infrastructures du programme nucléaire iranien et qui ont ainsi permis aux États-Unis et à Israël, à l'origine de cette attaque, de repousser, de freiner en tout cas l'avancée du programme iranien. On a également le malware Flame qui a été découvert en 2010 et qui a permis aux États-Unis et à Israël, encore de collecter silencieusement des données en Iran. Plus récemment, en 2014, la Corée du Nord a été accusée du piratage du studio de cinéma américain Sony, qui s'est vu contraint d'annuler la sortie d'un film sur le complot fictif de la CIA
pour assassiner le leader nord-coréen Kim Jong-un. En 2015, TV5 Monde a subi à son tour une attaque. Et donc, toutes ces attaques, à chaque fois, et également, oui, l'ingérence russe dans les élections américaines de 2016, donc toutes ces attaques montrent bien le motif de plus en plus politique de ces attaques. Oui, alors des attaques donc au motif politique et surtout des attaques qui se multiplient. L'année 2017 a vu une recrudescence de ce type d'attaques et surtout de leurs conséquences. Oui, effectivement, l'année 2017 n'est pas épargnée et au contraire, il y a une recrudescence de ces attaques puisque en mai, WannaCry, bien connu, qui a fait la une de nombreux journaux, a fait 200 000 victimes dans plus de 150 pays et a paralysé le système de santé britannique, le ministère russe de l'Intérieur et également de nombreuses entreprises comme FedEx et Renault. En juin, le ver informatique NotPetya a exploité des failles de sécurité pour se propager sous la forme d'un ransomware, c'est-à-dire qu'il demandait aux utilisateurs qui venaient de se faire attaquer des rançons. Et donc, cette nouvelle cyberattaque internationale a touché des banques, des entreprises pétrolières et de transport, bref, de nombreux secteurs qui ont paralysé l'économie et qui ont menacé en quelque sorte la stabilité des pays. Et en septembre dernier, l'essai d'armes cybernétiques russes a perturbé le réseau téléphonique letton. Et donc, on voit bien que le cyberespace apparaît désormais comme un territoire sur lequel il est nécessaire pour les États de faire respecter leurs frontières, leur souveraineté et leurs lois. Et alors justement, est-ce que les États commencent à prendre conscience de l'importance de ces cyberguerres ? Oui, de plus en plus, les États prennent conscience de l'enjeu politique du cyberespace et cela engendre une course aux cyberarmes depuis ces dernières années. En effet, on compte environ 26 États qui possèdent une force de frappe cybernétique et les États-Unis, la Chine et la Russie sont en tête de cette course aux cyberarmes. L'unité 61 398 de l'armée populaire de Chine s'occupe de des cyberattaques. En 2009, la France a fondé l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, l'ANSI. L'année suivante, en 2010, les États-Unis ont créé l'US Army Cyber Command. En 2013, le livre blanc de la défense et la sécurité nationale a élevé le cyberespace au rang de priorité stratégique en France. En décembre 2016, Jean-Yves Le Drian, qui était alors ministre de la Défense, a annoncé la création d'un cybercommandement en France. Et entre 2014 et 2019, pour prendre l'exemple de la France, donc la France consacrera 1 milliard d'euros à la cyberdéfense et se dotera d'une cyberarmée de 3200 hommes. En effet, donc la cyberguerre permet aux États de faire respecter leurs frontières, leur souveraineté, leurs lois donc c'est donc un facteur de puissance et de sécurité qui est désormais nécessaire. Et alors au milieu de tout cela, Soline, le droit international, il est important désormais de clarifier les choses, hein. Oui, tout à fait, puisque il n'existe à ce jour aucun texte international qui qualifie la cyberguerre. L'article 51 de la Charte des Nations Unies affirme donc que l'on peut riposter en cas d'attaque et d'un conflit armé. Cependant, comment définir la cyberguerre où il n'existe pas de véritables armes et où les lignes rouges n'ont pas été clarifiées et où également il est difficile de connaître les responsables. Pour les États-Unis, le cyberespace est un domaine militaire comme l'air, l'eau, la terre et l'espace. Et depuis 2016, le cyberespace est devenu un théâtre d'opération à part entière pour l'OTAN. Et comme la Convention de Genève encadre les droits de la guerre conventionnelle, il est primordial désormais de s'accorder sur une convention sur la cyberguerre et de définir bien sûr une ligne rouge à ne pas franchir dans le cyberespace. Donc certes, on peut mentionner la Convention de Budapest sur la cybercriminalité, mais celle-ci n'est pas universelle, elle est trop limitée et ne saurait englober toutes les menaces. Et donc dès 2008, l'OTAN, conscient de cette limite, a adopté sa première politique de cyberdéfense. En 2013, le Centre d'excellence en cyberdéfense de l'OTAN a publié le manuel de Tallinn,
justement sur le droit international applicable à la cyberguerre, puisque le droit international existe et il faut désormais l'étendre au cyberespace et à la cyberguerre. Et donc, du coup, l'application du droit international au cyberespace, qui a été reconnue en 2013 par l'ONU, puis étendue en 2015, doit être clarifiée de manière urgente, puisque l'on voit que les menaces se multiplient. Washington et Pékin ont aussi débuté les négociations en 2015 autour d'un accord de non-agression dans le cyberespace, puisque l'on sait que un rapport Mandiant d'une entreprise américaine a été publié en 2013 et dénonçait la Chine comme le principal responsable des cyberattaques subies par les États-Unis. Enfin, en avril dernier, 12 pays se sont réunis à l'UNESCO à l'occasion de la conférence qui s'intitulait « Construire la paix et la sécurité internationale de la société numérique ». Et enfin, le mois d'octobre, le mois dernier, était le mois européen de la cybersécurité et s'est achevé sur cette constatation que les cyberattaques se multiplient, que ce sont désormais des enjeux géopolitiques majeurs et qu'il est primordial d'adapter le droit afin de prévenir toute éventuelle guerre mondiale. Eh bien voilà, affaire à suivre en tout cas, hein, et si l'on voit une recrudescence l'an prochain de ce type d'attaque, les choses commenceront à devenir de plus en plus sérieuses. Hein. Oui, tout à fait. En effet, l'ambassadeur français pour la cyberdiplomatie, David Martinon, a affirmé que le monde entier est en cyberguerre et je pense qu'il est primordial d'agir avant que ceci devienne véritablement vrai. Merci beaucoup Soline Toussaint des yeuxdumonde.fr, on peut donc vous lire sur ce site plus en longueur. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci à toi, au revoir.